Aujourd'hui, le squad, j'ai l'honneur d'accueillir deux membres de la team IBEX, agence spécialisée dans l'entraînement sportif d'endurance. Au fil de l'épisode, tu comprendras que leurs valeurs sont proches de celles que je souhaite partager à travers le squad de la performance. Xavier, Simon, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Pouvez-vous vous présenter rapidement à ceux qui ne vous connaissent pas encore? Honneur à la jeunesse, Simon. Merci Xavier. Simon Tissier, je suis donc fondateur et directeur général d'Ibex Outdoor. Puis quoi dire de plus, comme tu l'as bien résumé, nous on est vraiment spécialisé dans l'entraînement en sport d'endurance, avec une grosse connotation outdoor du coup, que ce soit du trail, du running, du cyclisme, du gravel au VTT en passant par la route à l'ultra-endurance, et donc aussi en triathlon. J'ai le grand plaisir de collaborer au quotidien avec Xavier. Magnifique, la petite passe d'ess. Xavier Téchenet, 43 ans, formation de kiné au départ, orienté vers l'entraînement depuis 2013. J'ai eu le plaisir de collaborer pendant pas mal d'années avec la clinique du coureur d'un point de vue enseignement, post-gradué pour tout ce qui était kiné, médecin, ostéo, etc. Co-auteur de 2 bouquins maintenant, parce que le deuxième livre sort le 4 décembre, qui s'appelle La science de l'endurance avec mon ami le docteur Fabrice Kuhn. Ok, trop cool. Du coup, ma première question, je pense qu'elle sera davantage portée pour Simon, mais si Xavier veut étayer le propos, n'hésite surtout pas. Quelle a été finalement l'étincelle qui vous a poussé à lancer Ibex Outdoor et en fait, en quoi votre vision, elle dépasse celle d'un simple coaching sportif? La première, je pense, c'est quand même assez synergique à toutes les personnes qui ont envie de se dire, ok, ben, moi j'ai plaisir à partager et j'ai envie de donner un petit peu aux autres, déjà ce qu'on apprend d'un point de vue universitaire ou autre, mettre en place et surtout appliquer la théorie, ça fait toujours du bien. Donc, le désir premier, ça a été d'accompagner des passionnés d'outdoor et d'endurance dans leur pratique pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc objectif, ça peut être en équipe de France pour certains qui sont chez nous, juste commencer son premier footing et aller courir son premier 10 km. Et derrière, Xav, tu pourras rebondir, je pense, dessus. L'idée de se regrouper sous forme de collectif, ça a été justement de partir plus dans un projet commun pour pouvoir mutualiser un petit peu les connaissances, les compétences et aussi les moyens in fine. Et simplement de partir plus sur un développement commun qu'un développement individuel. Et nous, au quotidien, c'est vraiment ce qui nous change dans notre vie, dans notre pratique professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, tu as une question sur du vélo, de l'après-physique ou juste peut-être quelque chose en santé ou niveau nutrition. Tu envoies un message dans le groupe de l'équipe et tu as une réponse dans l'heure de manière très spécifique et par des pros qui sont qualifiés, quoi. Ok. Ouais, clairement, moi, c'est le collectif qui fait que, au départ, on était moins nombreux quand j'ai rejoint l'équipe, mais clairement, ouais, c'est le collectif qui fait, moi, à titre très égoïste et plaisir de bosser au quotidien. Puis clairement, c'est une vraie plus-value pour les sportifs qu'on entraîne, chacun d'entre nous, ouais. Ok. Et c'est un prérequis pour vous d'accompagner des sportifs qui ont des objectifs? On réfléchit pas uniquement en objectif sportif en mode ok ben je veux préparer l'UTMB, l'étape du Tour ou un Ironman. C'est plus ok ben quel est ton projet et pourquoi tu pratiques. Au début de chaque collaboration sportive, chaque entraîneur a un entretien avec l'athlète. Et l'idée, ça va être de savoir pourquoi est-ce que la personne fait ça déjà, quoi. Nous, on aime à dire qu'on n'accompagne pas les athlètes, mais plus des personnes dans un ensemble. Parce que des élites, on en a, mais c'est pas non plus une grande proportion. Donc nous, c'est de savoir, ok, ben, quel est ton objectif? Est-ce que c'est une finalité compétitive? Ou est-ce que juste ça va être pour toi et une pratique purement, j'allais dire hédoniste, mais c'est un petit peu ça, quoi. Et donc non, en fait, nous, on a des personnes qui viennent nous voir en mode, ok, ben, j'ai envie d'avoir un entraîneur pour structurer un petit peu ma pratique. Mais pour autant, je sais pas trop ce que je veux préparer. Par contre, j'ai envie de progresser et me sentir mieux sur mon footing du dimanche matin. Ça arrive aussi. Donc ça diffère et le delta est assez grand justement Ouais, bien sûr. entre les deux. Et c'est justement ce qui fait la richesse de notre métier, je pense. Ouais, on a des personnes qui viennent avec un vrai objectif, préparer le 90 du Mont Blanc ou des choses avec des objectifs très spécifiques. Et puis la saison d'après, en fait, ils ont plus d'objectifs, mais ils restent. Parce qu'ils ont moins de charge mentale en lien avec l'entraînement, parce que on propose aussi, enfin voilà quoi, pour nos abonnés des petites masterclass qu'on fait une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour essayer de leur apporter comme un petit transfert de connaissances, mais surtout un moment partagé, que les gens se sentent pas tout seuls, parce que c'est quand même, les sports d'endurance sont souvent des sports solo et que du coup voilà, ça crée un petit collectif, même pour les abonnés, pour les coureurs, et c'est sympa, ouais. Ouais, donc il y a une notion d'éducation et je pense aussi un peu d'autonomisation
d'une certaine manière, même si vous êtes là pour les accompagner. Et je trouve intéressant parce que dans les deux réponses, il y a deux mots qui sont assez paradoxales, mais je vais y venir. C'est que tu as parlé d'équipe, Simon, avec la constitution d'une team. Et Xavier, tu as parlé forcément que c'est des sports qui sont individuels par nature. Comment finalement, vous déjà de base, votre team IBEX est constitué? Au niveau de l'équipe, donc du staff pro, majoritairement c'est les entraîneurs. Donc tous spécialisés, que ce soit en cyclisme, en trail, en triathlon. Chacun est diplômé spécifiquement et avec une expérience aussi reconnue là-dedans. Ensuite, on a 2 diététiciens nutritionnistes. Et donc maintenant, comme ça grandit de plus en plus, on se structure aussi d'un point de vue un petit peu plus entrepreneurial. Donc moi, j'ai aussi le rôle de directeur et de manager dans son ensemble, hein, même si on n'est pas en mode Startup Nation ou de gérer une entreprise du CAC 40. Ça demande quand même de l'orga pour que tout soit optimisé un peu à toutes les échelles. On a aussi donc Xavier maintenant qui gère à mes côtés tout ce qui va être le recrutement des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans le collectif. On a Florent Pianezzola qui lui est vachement investi sur tout l'aspect technique pour optimiser les outils qu'on a en interne pour les entraîneurs justement. Ça va de la facette vraiment très sportive à des actions qui s'éloignent un petit peu de vraiment juste accompagner des gens dans leur entraînement. Mais c'est ce qui fait à mon sens que on a réussi à créer quelque chose de très professionnel et qui est intéressant tant pour les sportifs, in fine, mais aussi et surtout pour les entraîneurs et les membres de l'équipe, quoi. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi les types de profils qui vous manqueraient pour faire construire davantage IBEX? En fait, on construit et on grandit surtout de manière très échelonnée. Tu vois, au début, il y avait uniquement des entraîneurs. Ensuite, on a intégré des nutritionnistes. Demain, l'objectif, c'est d'intégrer à l'équipe une préparatrice ou un préparateur mental, un préparateur physique. Vraiment, en fait, l'idée, c'est de constituer comme, comme une équipe professionnelle que pourrait avoir un sportif élite, mais à la disposition justement de sportifs amateurs, qui soient débutants ou déjà très avancés, mais que toutes ces ressources-là soient disponibles pour monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, quoi. Et avec des recommandations de nous, quoi. Enfin voilà, avec des gens en qui on a confiance et qui peuvent, pardon, échanger avec nous et nous faire des retours, faire des retours rapides. C'est hyper agréable quand t'as une de nos 2 diététiciennes qui font un bilan ou qui font une séance de suivi d'un de nos sportifs. Et dans les 2 heures, tu vas dans le WorkOS avec lequel on travaille, entre 20 et 50 lignes de suivi. Donc des fois, tu n'étais même pas au courant en fait, que ton sportif il avait rendez-vous, il a oublié de te le dire. Puis tu as tout le détail de ce qu'il doit bosser à l'entraînement en termes de nutrition, ce qu'il doit bosser à l'effort, les adaptations qu'il fait au quotidien. Voilà, il y a un côté, nous, faire partie de ce côté très professionnel, enfin en tout cas très professionnalisant, qui est vachement sympa, quoi. Il y a aussi le truc, c'est ok, on cherche à réunir des pros qui sont techniquement, moi j'estime très bons. C'est ce qui fait qu'ils sont là majoritairement, mais c'est aussi réunir des pros qui sont réunis autour de valeurs qui sont hyper communes. C'est hyper important et nous, sur quasiment toutes nos réunions qu'on a en interne, c'est des mots qui ressortent à chaque fois. C'est ok, on est là pour notre job, mais on est là aussi pour profiter et kiffer en fait cette expérience pro. Nous, il y a des gens préfèrent limite prendre quelqu'un qui a un petit peu moins l'expérience ou qui est un peu moins technique sur un domaine, mais qui partage à 100% nos valeurs, parce qu'au final, les gens qu'on accompagne, hormis les élites où là, ça demande un degré de technicité qui est vraiment pointilleux, les gens vont plus vouloir une personne aussi qui est prête à les soutenir. Donc entre un fin technicien qui va être peut-être socialement ou humainement parlant un petit peu moins présent pour l'athlète et une personne qui est un peu moins diplômée mais qui par contre humainement a des valeurs hyper fortes, la réflexion va être dure et il y a quand même de grandes chances qu'on se tourne vers la deuxième personne. Donc voilà, l'idée c'est de trouver le bon compromis et de constituer une équipe entre degré de technicité, de compétences, de diplôme, de formation qui est vraiment poussé avec une expérience mise en face. Et aussi des valeurs intrinsèques de la personne qui collent vraiment avec ce que nous on est aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que bien évidemment, il y a pas qu'un aspect technique, mais il y a un aspect humain dans votre suivi. Un sportif, à un moment donné, il préférera avoir peut-être 10% de manière conceptuelle de compétences en moins d'un point de vue technique, compensé par les 10% de manière humaine, quoi. Carrément.
Non, non, clairement, c'est exactement ça. Le technique, de toute façon, peut toujours se rattraper par des petites formations, par de la lecture ou par de l'expérience. Mais les soft skills et les valeurs humaines, non. Et clairement, je pense que c'est beaucoup plus compliqué à acquérir si quelqu'un spontanément... enfin, comment dire... Il y a des gens qui l'ont naturellement, il y en a qui ont besoin de le bosser, mais quand on fait des fois des entretiens avec certains entraîneurs, des fois, la question c'est, est-ce que tu as envie de sortir de l'autoroute pour faire 1 heure de petit chemin pour aller boire un café avec la personne, ou est-ce que tu vas te dire non, j'ai la flemme, je vais aller directement sur mon lieu de vacances ou sur mon lieu de course. Et clairement, quand tu as envie de te dire je vais sortir de l'autoroute, enfin voilà quoi, je vais faire un détour pour aller boire un café avec la personne, c'est que c'est quelqu'un avec qui tu as envie de bosser. Et on se dit aussi que nos sportifs, ils auront envie de collaborer plus longtemps avec quelqu'un comme ça. Je trouve que cet exemple de l'autoroute, il est plutôt bien résumé. On bosse tous de manière éclatée un petit peu aux quatre coins de la France et maintenant un peu aux quatre coins de l'Europe aussi, et plus. Mais l'idée, c'est aussi de favoriser un climat de travail qui donne envie de s'investir, étant tous un petit peu justement dispersés et bossant tous dans notre coin. Il y a l'isolement qui peut être un petit peu un frein à tout ça et de rendre un projet dynamique autour des gens qui sont au sein du collectif. Et c'est une vraie plus-value et en termes de confort de travail et d'expérience professionnelle, je trouve que ça change totalement la donne. Enfin, moi, quand je me lève le matin, je suis limite content de me connecter et de voir un petit peu qu'est-ce qui est sorti les dernières heures et qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines, quoi. Ouais, je vois. Mais c'est hyper puissant ce que vous dites parce que en fait, du coup, ça va, comme je le disais en introduction, clairement dans les valeurs que je veux véhiculer avec ce podcast, dans le sens où on voit les sportifs de haut niveau avec leur team, dans les sports individuels, avec leur staff, etc. Et on se dit, ah ouais, eux, ils ont de la chance, etc. Mais au final, on se rend compte que petit à petit, moi, je pense qu'on peut clairement, de manière même individuelle, aller chercher ces différentes professions pour être accompagné. Et au final, tu peux aussi avoir accès à toutes ces professions ou en tout cas une partie pour le moment avec des teams comme les vôtres où au final, voilà, en one shot et ça centralise directement et ça c'est vraiment cool. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet sur des trucs un peu plus pointilleuses et un peu moins humaines si je puis dire, même si on y reviendra bien évidemment par la suite. D'un point de vue données métriques, quelles sont les données que vous prenez dans le but de personnaliser un entraînement en sport d'endurance? Est-ce que vous utilisez les pourcentages de VMA, les pourcentages de fréquence cardiaque, les zones et peut-être d'autres données? Tout ce qu'on peut avoir. Globalement, tout ce qu'on peut avoir et qui est à notre dispo. Xav, si tu veux te lancer sur cette partie, et je viendrai appuyer dessus. Alors en fait, nous on a quand même pris le parti d'utiliser au maximum en tout cas les pourcentages, enfin en tout cas les zones de fréquence cardiaque. En très très grande partie, je parle pour la partie vraiment course à pied. Course à pied trail, pour plusieurs raisons, c'est qu'effectivement on n'a pas que des élites. Et très clairement, il y a un côté extrêmement confortable à l'utilisation au quotidien, de pouvoir respecter un petit peu l'état de forme de la personne et pas mal de conditions externes. Donc l'objectif là-dedans est que la personne elle ait une petite plage, on va dire, d'utilisation de son corps à l'activité et qui va lui permettre justement, si elle est en forme, de pouvoir aller un tout petit peu plus vite que ce qu'elle elle fait d'habitude. Au contraire, si elle est fatiguée, être un tout petit peu plus en dedans, tout en restant dans les zones de fréquence cardiaque. Alors après, on peut rentrer dans le débat que quand tu es très très fatigué, en général, le cardio reste plutôt collé en bas et ne monte pas. Mais on essaie d'éduquer au maximum nos coureurs pour jouer sur ce côté zone. Et on essaie d'associer à ça un RPE, donc une perception à l'effort. Je pense que j'apprendrai à personne. Parce que par exemple, sur certaines séances courtes, où tu vas chercher en théorie à être en fin de zone 4 ou en zone 5, mais plutôt d'aller rechercher un ressenti 9 sur 10, 10 sur 10 à l'effort. Donc ça, c'est dans le côté prescriptif qu'on va, sur lesquels on va les orienter. Et après, sur les données qu'on récupère, on utilise Nolio, on utilise la plateforme Nolio qui nous satisfait à
allez, 15,6%, comme ça ils vont améliorer les, les 5,4%, les 4,5% qui manquent là. On utilise nos lieux et donc du coup on a beaucoup de data qui nous reviennent comme l'allure, évidemment, bon, la fréquence cardiaque, le dénivelé par heure. Alors moi j'entraîne que des coureurs à pied, donc je parlerai pas de watts ni rien parce que Nolio nous fait des petites projections comme Strava sur les watts en course à pied. Je suis surpris d'avoir certains qui seraient capables de démarrer un aspirateur sur un sprint en côte et je me dis pas si sûr qu'ils développent vraiment 1100 watts à l'accélération. Et donc voilà, après on essaie d'avoir le maximum de données possible, mais surtout ce qui est extrêmement important pour nous, c'est d'en revenir, je suis désolé d'en revenir à l'humain. Le RPE, nous on fait une estimation, on a une banque de données, Simon, de 1800 séances, ou je sais plus combien, on en a beaucoup. On fait un estimatif avant de la séance en se disant voilà, cette séance on pense qu'elle a 6-7 sur 10 en termes de ressenti, et si la personne elle nous fait un retour de séance qui va être beaucoup trop éloigné de ce qu'on voulait, ou que la personne donne ses sensations entre le médiocre et le je me suis senti hyper fort, si on voit qu'il y a une décorrélation par rapport à ce qu'on voulait, ça nous donne une indication qu'il faut sûrement, au-delà de dire belle séance ou pas belle séance, relancer la personne qu'on entraîne pour lui demander est-ce que tout va bien. Et très souvent c'est s'ils ont des enfants, le gamin qui n'a pas dormi, c'est un peu de stress au boulot, c'est des facteurs externes qu'on maîtrise pas toujours. Carrément. Et je vais rebondir sur un point là que tu disais, Max, juste avant, sur aussi rendre un petit peu autonome l'athlète. Nous, toutes nos séances, elles sont structurées avec deux métriques, donc quelque chose de vraiment hyper terre à terre, l'AFC, la zone d'allure, les zones, enfin les pourcentages de watts, toutes ces choses. Et à côté, on met toujours le RPE. On met toujours le RPE, pourquoi? Parce qu'on a aussi des coureurs et juste des sportifs qui ont zéro notion physio et qui veulent pas spécialement en avoir et qui eux juste dire ok, ben là c'est un effort 7 sur 10, ça me parle bien. Et pour autant, au fil du temps et des mois de suivi, une personne va se dire à force, ok, là un RPE 7 sur 10, ça fait à peu près tel pourcentage de fréquence cardiaque, toutes ces choses. Donc c'est hyper intéressant d'avoir les deux. Et nous, derrière, dans notre capacité d'analyse, c'est beaucoup plus fin et on a beaucoup plus de chances de tomber sur quelque chose, sur l'effort qu'on cible directement. Si on mettait juste le RPE, des fois, je pense qu'on aurait pas mal d'écart entre ce qui est prescrit et ce qui nous remonte. Si on mettait juste la zone de fréquence cardiaque, t'es pas à l'abri d'un bug de capteur ou autre. Donc l'avantage d'avoir les deux, c'est aussi bien pour aiguiller l'athlète que nous assurer qu'on ait la bonne chose de réaliser, quoi. Ouais, c'est coupler en fait le subjectif avec un Exactement. RPE par exemple, quelque chose de très quantitatif comme les fréquences cardiaques, VMA, etc. Dans le but effectivement d'avoir un maximum d'informations et surtout j'imagine, davantage d'individualiser parce que pour certaines personnes qui vont avoir du mal à gérer ce quantitatif ou ce qualitatif, en fait ça permet de par la suite faire un peu comme des tests permanents et d'avoir tellement d'informations que au fur et à mesure de la programmation, en fait, la programmation évolue et est de plus en plus personnalisée et précise. Exactement. Ok. Et du coup, quelle est la place que vous donnez à la course au feeling? Est-ce que ça vous arrive de dire à un coureur, un trailer, écoute, là, on se la joue vraiment full RPE, même dans le cas d'un athlète élite ou quelqu'un qui aime bien avoir des données très chiffrées? Importante parce que ça fait aussi partie de la connaissance de son corps, je pense. Typiquement, je vais prendre l'exemple d'un sportif peut-être plus élite ou du moins compétitif. En course, t'es sur des intervalles qui sont beaucoup plus longs que juste faire 10 fois 1000 l'entraînement, admettons. Du coup, il faut aussi être capable de quantifier son effort et le ressenti qu'il y a à côté. Du coup, des fois, ouais, tu vois, totalement sur nous, des footings, admettons, récup, dire, ok, là, il faut que tu sois à un RPE de 2-3 sur 10. On met quand même la zone cardiaque parce que ça évite d'avoir des footings EF avec des coms dans tous les sens sur Strava. Mais ça a une place importante. Et puis, on revient encore sur le côté humain, mais des fois, juste courir au feeling et se détacher des datas, déjà qu'on en est bien dépendant, je pense, en tant que sportif, ça fait toujours du bien aussi, quoi.
Ouais, on a beaucoup trop de footing avec 10 km 0-0 où tu sens qu'un trottoir a été poncé pour arriver à mettre 10 km tout pile ou des 50 minutes 0-0-1 où le gars n'a pas cliqué au bon moment juste pour... et tu sais qu'il lui manquait 200 mètres et il les a fait exprès juste pour avoir le chiffre magique. Donc non, clairement la sensation c'est important. Et je dirais autant sur les petits footings que sur les sorties longues aussi, à laisser une petite... que ce soit en vélo, que ce soit en course à pied ou autre, de laisser un peu aussi le loisir à la personne, de pouvoir s'amuser en descente, de pouvoir des fois s'amuser un petit peu en montée. Et je suis parfois un petit peu embêté quand on a des retours de « Ah désolé, j'ai dérivé un petit peu en zone 3 en montée, mais j'avais pas envie de marcher. » Mais cours, fais-toi plaisir, cours. Prends justement cette liberté de voir quand est-ce que tu bascules un petit peu au-delà on va dire de ton endurance fondamentale, parce qu'en course, quand tu auras ton dossard, que tu regarderas les pieds du bec devant et que tu n'auras pas le nez sur la montre, il faut que tu saches en fait quand est-ce que au niveau de ton souffle, au niveau de ton ressenti, au niveau de ton effort, tu commences à basculer dans la zone où si tu tiens comme ça 3/4 d'heure, tu vas péter. Donc clairement c'est de l'auto-éducation, c'est de l'autotest de la part des sportifs, mais non, c'est vachement important, ouais. Ouais, bien sûr, c'est un apprentissage finalement sur le ressenti et d'être capable après de corroborer les sensations avec des choses plus factuelles. J'aimerais qu'on parle sur les sports d'endurance qui nécessitent quand même chez les sportifs amateurs, un certain volume hebdomadaire. Vous pourrez après plus en parler. Et surtout, la question que je me pose, c'est bien évidemment avec la majorité des sportifs sont des sportifs amateurs, une vie pro et personnelle très remplie. Quels sont, selon vous, les premiers indicateurs silencieux d'un déséquilibre, voire même d'un surentraînement qui est souvent ignoré par nos sportifs amateurs? On est clairement dans le thème, c'est la masterclass d'il y a 2 jours C'est ça. pour nos abonnés, donc on a des éléments de réponse très concrets. Clairement, alors si on parle des coureurs à pied purs, le vrai surentraînement, la bascule en surentraînement est relativement rare parce qu'il y a quand même un risque de blessure au niveau musculo-tendineuse qui est quand même un petit peu plus importante. Les cyclistes et les triathlètes sont quand même beaucoup plus exposés au surentraînement. Ce sont des magiciens, les triathlètes, ils ont inventé le jour de repos actif, c'est-à-dire que pour eux, les jours de repos, c'est les jours où ils font pas de course à pied. Mais ils vont quand même nager 3/4 d'heure et ils vont rouler, voilà, ils vont se mettre sur le rouleau et ils vont tourner les jambes pendant 1 heure. Là déjà, selon le type de sport, on est plus ou moins exposé à ça. En fait, je sais pas trop du coup si tu voulais qu'on parle de variabilité de la fréquence cardiaque au repos ou ce genre de métrique. En fait, ça peut être un excellent indicateur. Pas mal d'études commencent à nous montrer que c'est quelque chose qu'il faudrait surveiller. Le souci, encore une fois, c'est que chez la plupart de nos sportifs amateurs, c'est déjà un vrai investissement, qu'il soit financier, qu'il soit temporel, familial ou autre, que de prendre un abonnement chez nous et que du coup de s'investir pour préparer des courses ou pour s'entraîner régulièrement. C'est compliqué de mettre en place vraiment la VFC. Théoriquement, il faut faire une prise de mesure qui soit avec la ceinture, toujours de la même manière, une mesure qui dure aux alentours des 5 minutes. Soit tu la prends debout, soit tu la prends couchée, selon si tu veux regarder plutôt l'ortho ou le parasympathique. C'est quand même très chronophage. Et puis, encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer le côté écologique de la personne qui va s'entraîner. Si la personne doit sans arrêt faire 1 heure de route pour aller faire une séance de bosse, alors c'est pas question d'écologie au sens on va tuer la planète, mais c'est au sens ça coûte 1 heure de temps d'y aller, 1 heure de séance, 1 heure pour revenir, il a perdu 3 heures pour faire une séance de 50 minutes. Moi, pour moi ça fit pas par rapport à une vie normale et je vais être plus en danger avec ça que finalement simplement aller regarder la VFC pour savoir si la personne elle est en surentraînement. Je pense que l'échange est hyper important, d'être tout le temps, nous en tout cas de notre côté, à essayer de relancer, de laisser des portes ouvertes, même si on n'est pas des psychologues, même si on est pour la plupart pas dans la santé, de laisser une porte ouverte à savoir quel est vraiment l'état de la personne d'un point de vue fatigue ou autre. Et on sait quand même que dans tout ce qui est surentraînement, la perception théorique de la personne est quand même vraiment pas si mal. Et je dis pas qu'on peut se passer des datas, mais globalement, une fréquence cardiaque qui ne décolle pas, la personne qui fait... on va parler d'aller 6 fois 1000 mètres théoriquement hausse, et tu vois que le cœur il n'arrive pas à monter alors que les allures sont pas si mal. On a déjà aussi des petits indicateurs de fatigue comme ça, donc il faut être un petit peu fin dans l'analyse, mais surtout il faut relancer la personne à t'as vu que ton cœur est pas monté, t'en penses quoi? Ah non mais ma montre je l'ai placée n'importe comment ou j'avais pas la ceinture, à corréler avec non vraiment j'étais à fond et le cœur est pas du tout monté, je me sens hyper fatigué en ce moment. Ouais, carrément. Et puis là, je rebondis sur l'aspect des échanges parce que c'est globalement là où on arrive à le détecter majoritairement.
c'est être présent pour ton athlète et alors sans être trop chercher à s'immiscer dans la vie de la personne et dire ok, assis-toi dans un fauteuil, on parle tous les deux. C'est essayer d'aller voir s'il n'y a pas déjà des signaux de ok, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu dors bien, Mm. à la maison, est-ce qu'il y a des problèmes, au taf, est-ce qu'il y a des problèmes, juste pour que je comprenne pourquoi est-ce que ben là ça fait 3 semaines. T'arrives pas à passer une séance, enfin, les datas sont inférieures à toutes tes habitudes parce que c'est aussi l'avantage d'avoir des suivis qui sont assez longs, c'est que tu peux et surtout tu connais à la fin un petit peu chaque athlète, ben qu'est-ce qu'il est capable de produire. On les connaît par cœur. Enfin, Ouais, in fine, c'est ça, hein. Donc, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des écarts sur les courbes, tu dis, OK, là, il y a un truc. Tu vas chercher si c'est pas juste, ben, soit un bug de capteur watt, ça arrive aussi. Mhm. Et après, ben, tu t'élimines un petit peu les hypothèses et à la fin, tu dis, OK, ben là, viens, on s'appelle, on en discute. Et on est aussi prescripteur de solutions. C'est OK, s'il dit, ah, bah là, ça fait quand même 2 semaines, je suis en déplacement pro, je bouffe n'importe quoi, machin. Ok, ben viens, on reprend une semaine tranquille dans tes habitudes. Si jamais ça pose encore problème, ben, nous, on redirige en interne souvent vers nos diètes pour que derrière, il y ait un nouvel avis et nous dire, ok, ben, ce que disait Xav tout à l'heure, en fait, quand les filles nous disent, bon, bah là, il y a un déséquilibre, là, il y en a pas, là, il y a un REDS, il y a une carence en ça, ça, ça. Derrière, tu élimines les hypothèses une par une. Et bon, bah, bien souvent, on arrive quand même à minimiser la casse, mais comme toujours, on peut pas être au chevet de l'athlète, à lui dire, à le border le soir et lui dire, ok, c'est bon, là, tu dors bien, maintenant, tu coupes ton téléphone et tu fais une nuit de 9 heures. Mais ouais, on essaye d'avoir à notre échelle une action sur le maximum de paramètres et surtout d'écouter tout ce qu'on peut entendre, quoi. Ouais, carrément. Et mais je suis beaucoup Xavier, plus inquiet de quelqu'un qui va rajouter des séances que quelqu'un qui va les enlever. Enfin, c'est pour revenir sur ton Mhm. truc là. Et ça, le problème, c'est que on sait que les gens théoriquement pourraient nous mentir. Et certainement que certains le font et on le sait pas. Mais clairement, ouais, moi, ce serait un truc qui m'inquiéterait beaucoup, tu vois. Et le problème, ça, c'est des métriques qu'on du coup, on ne pourrait pas récupérer parce que la personne va se. Et alors, on voit beaucoup plus ça chez les élites hein, que chez les coureurs amateurs. Mais tu sais, c'est le samedi, ils vont sur Strava, ils regardent dans leur bande de potes et ils voient en fait que les Ok, j'ai gars rien chez fait. voilà, que les gars chez les autres sponsors ont fait 150 bornes dans la semaine à pied, alors que lui n'en a fait que 110 et qui va se rajouter un petit 20-25 bornes tempo histoire de montrer qu'il est présent aussi, quoi. Ou au contraire, le faire cacher, mais se dire, allez, j'ai rajouté 25 bornes, comme ça je me rapproche d'un tel ou d'un tel. Ouais. C'est un peu triste, mais Et malheureusement là, ça arrive. bizarrement, la douleur au niveau tibial ou autre va tarder à être remontée à l'entraîneur. Et bon, bah, comme on est sur du suivi à distance, si on nous dit pas les choses, on peut pas non plus les deviner. C'est Euh, vrai ça. mais souvent, ouais, sur les profils un peu élites, l'info remonte beaucoup moins vite que sur des profils un petit peu plus amateurs. Si le message est entendu, il est passé. ouais, on va parler justement de Strava et compagnie et puis d'aspects de blessures, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Xavier, où tu parlais des triathlètes qui étaient les as du jour de repos actif. Vous, dans votre coaching, quelle est la place du cross-training avec du cyclisme, de la natation, voire même potentiellement du ski en période hivernale? Central. Ouais, central. Alors pour plusieurs raisons, mais déjà pour le plaisir et pour couper la monotonie. Mm, mm. Moi Ouais. j'ai mes Suisses là, il a neigé, Ah, ils sont il a- comme des fous. ils sont comme des fous. Ils sont là. Il y a une petite sous-couche ce matin, ce week-end peut-être que je sors les pots. Mais j'ai que des photos de neige là depuis 3-4 jours dans l'est de la France là, et c'est trop drôle quoi. Ils attendent que ça. Donc déjà c'est extrêmement important parce que déjà ils faisaient ça même avant de venir chez nous. L'été c'est sûr que c'est plus compliqué d'aller faire du ski de rando, sauf si tu vas sur Tignes ou autre, mais globalement, ouais, il va y avoir plus de vélos. On va croiser aussi avec du home trainer quand il fait un temps pas très très beau. Plus ou moins connecté, on s'en fout. Le but, c'est juste voilà, réussir à avoir une petite activité, Ouais. etc. Et puis On croise quoi. là, on arrive à la période hivernale. On est loin des grandes échéances estivales, que ce soit sur le triathlon, du cyclisme ou de la course à pied. Ouais, l'idée là, c'est ok, on va faire le travail de fond, mais on va aussi en profiter pour aller faire autre chose et profiter en fait juste de pratiquer et se faire plaisir, ce qui est le pourquoi est-ce qu'on le fait à la base. Et après, même au niveau physio, enfin, il y a tellement d'avantages à croiser l'entraînement que ça serait une tare de s'en priver, quoi. Ouais. Et ça, du coup, vous le faites avec tout le monde ou c'est en fonction de la personne qui potentiellement aime bien plusieurs sports ou voilà, plutôt dans la prescription en disant ah, tu vois, tu commences à avoir
un volume d'impact au niveau de la course qui doit être conséquent. On va essayer de maintenir certaines adaptations avec d'autres disciplines, d'autres sports. Moi, tant que c'est pas blessé, je fais pas de transfert pour décharger une zone. C'est que s'il y a une douleur au tendon d'Achille, bon, je vais proposer plus de vélo, plus de choses, du ski erg, peu importe, aller à la salle. Surtout d'abord consulter plus ou moins bon médecin du sport ou un médecin généraliste qui t'enverra après vers un praticien qui est bon. Mais non, après, je ne vais jamais orienter un sport qui s'éloignerait de ce qu'aime la personne. Bon, ça c'est très perso. Mais Ouais, c'est vraiment au cas par cas. On va pas dire à un gars qui vient pour faire que de la course à pied, ah ben il faut que à tout prix que tu achètes un vélo et que tu fasses du vélo. Non, c'est ok, on fait ça, on part sur ce que toi tu veux faire à la base. On est aussi là pour dire, ben écoute, regarde, si jamais tu as l'occasion de faire ça et surtout si tu en as envie, on peut mettre ça en place. Et là, je parle sur les profils plus amateurs et alors pas débutants parce que même en fait amateurs bien avancés, le meilleur moyen de progresser par exemple en course à pied, le premier c'est de pas se blesser, le deuxième ça reste quand même de courir. Mais au bout d'un moment, tu peux aussi te dire, ok, ben là on arrive à un stade où si on veut peut-être passer un autre palier, ben on va pouvoir croiser. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Si c'est pas ok du tout, on va pas dessus. En revanche, si tu es OK sur la démarche et que tu as les ressources aussi dispo pour le faire, ben on y va. Et pour revenir à la question principale, c'est vraiment au cas par cas, en fonction des dispos, des envies et aussi des objectifs de chacun, quoi. Ok, je vois. Justement, Xavier, pour parler un peu blessure, si je puis dire, comment toi tu combines ton expertise de kiné et celle de coaching dans le but justement de diminuer ce risque de blessure et d'optimiser les performances? avec énormément de prudence et d'humilité parce que je suis à distance et que donc je ne peux faire que l'interrogatoire, éventuellement en visio, deux, trois tests, mais je réfère immédiatement. Par contre, j'ai un rôle essentiel d'appeler mes consoeurs ou mes confrères ou de faire des courriers pour dire, enfin clairement, voilà, la personne a tel type de douleur, mais je peux pas dire quel test a été fait ou autre parce que je n'ai pas accès, j'ai pas accès à l'individu en présentiel. Donc j'ai vraiment un rôle comment dire, de triage. J'essaie d'aider aussi les collègues quand chez Ibex quand il y a des bobos ou autre, telle personne a tel truc. Alors déjà si c'est du médical, c'est pas mon rôle. Si c'est si c'est du musculo-squelettique, de toute façon à chaque fois je fais des drops de 30 mètres. J'essaie de les mettre entre les poteaux pour dire il faut consulter, il faut consulter, il faut consulter. Et même tous les athlètes que j'ai eus en visio, qui n'étaient pas mes coureurs, qui n'étaient pas mes cyclistes ou mes triathlètes en visio, c'était un quart d'heure pour dire va consulter, va consulter, va consulter. Quand on est à distance, il faut rester vachement humble. J'ai eu fait de la télékiné pendant le Covid et compagnie, c'était mes patients, je les connaissais, j'ai fait des bilans et tout, ça demande vraiment une expertise particulière. Et là en musculo-squelettique, il y a quand même, par rapport à des douleurs de dos persistantes ou autres, il y a quand même pas mal de trucs où c'est bien d'avoir la personne en face. Donc je reste très très modeste, très humble. Et souvent, il faut absolument les consulter. Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand on te remonte, peut-être que tu le vois toi aussi dans ton quotidien, Max, des prises en charge, des suivis je suis désolé de dire soi-disant kiné du sport, soi-disant ostéo du sport ou autre, qui sont à des années-lumière de ce qui est recommandé par la science. Mais genre vraiment, enfin, faire des simples protocoles Stanish à poids de corps, 10 fois montée-descente sans tempo, sans rien, alors que la personne est capable de courir 60 bornes par semaine avec une douleur à 2-3 sur 10, ça sera pas suffisant. Donc ça, par contre, ça me fait tiquer, mais tu peux pas dire, ton kiné, c'est vraiment une grosse quiche, change-en. Mais tu sais qu'il existe, par contre, voilà, tu peux dire, par contre, tu sais que peut-être tu pourrais bénéficier d'aller en salle de sport pour aller faire des choses un peu plus lourdes. Et si tu veux, par contre, on peut t'envoyer éventuellement des choses, et puis tu nous dis à quel moment tu as des douleurs, et on va tourner autour de ça. Mais tu peux pas dire de changer comme dans la vie de tous les jours, tu peux pas dire ça, que son médecin est nul ou que son kiné est nul, même si tu le penses, éthiquement, on n'a pas le droit. Logiquement, pardon, on n'a pas le droit. Ouais, bien sûr. Mais Et nous, ça. Vas-y, Ouais, je t'en pardon. prie. Même, tu vois, en tant qu'entraîneur, et c'est cool de pouvoir s'appuyer sur Xav, c'est que c'est pas rare qu'on ait au téléphone le kiné d'un athlète ou d'un truc comme ça, justement, pour en savoir plus. Parce que quand un gars vient nous dire, OK, ben là, j'ai mal, je pense que j'ai une tendinite. Déjà, regarde, j'ai mal au genou, j'ai mal sur le côté. Ok, c'est un peu chaud à comprendre. Va consulter. Et derrière, in fine, tu me transmets ton retour de ton kiné. On voit comment on adapte. Et surtout, si c'est une patho qui est un peu plus lourde, tu me donnes son numéro, on l'appelle, on s'appelle avec ton kiné. Et puis là, on voit comment est-ce qu'on bosse. Et ça va de pair. Alors aujourd'hui, nous, on dispense pas la prep physique, mais on a les athlètes qui vont aussi en salle et qui ont un prep physique. Bah c'est ok, vas-y, viens, on s'appelle et on construit le truc ensemble. Mais comme le disait Xav, c'est de prendre beaucoup de pincettes et de rester très humble par rapport à la capacité de jugement qu'on peut avoir sur une patho. Alors, déjà en tant que kiné, mais encore plus en tant qu'entraîneur, parce qu'on n'a pas du tout les compétences dessus, quoi. On peut avoir que des idées,
majoritairement de nos expériences perso, parce qu'on n'est pas spécialement et spécifiquement formé dessus, mais il faut y aller avec beaucoup de pincettes et la consulte nous débloque Ah non, mais c'est un 90. rôle, c'est déjà un super rôle de n'importe qui de dire va consulter, enfin va voir quelqu'un, Ouais, bien délègue. sûr. Et le pire, c'est que moi j'ai quand même pas mal de kinés aussi que j'entraîne, de kinés ou d'ostéo dans les personnes que j'entraîne. Et le premier truc que je leur dis, mais surtout, jamais de la vie tu t'autodiagnostiques. Tu vas voir quelqu'un, tu t'assois et tu fais le patient. Et bonjour, j'ai mal au genou. Enfin voilà, il faut Ouais, absolument déléguer ça. et On puis est c'est hyper catastrophique. formateur en plus pour nous. Ouais, Enfin, ouais, tu nous rabales qui un peu ton travaillons ego dans aussi. Bah ouais, bien évidemment. Et justement, en fait, on est dans des métiers où on est relativement isolé si on ne travaille pas en team. Et je trouve que les mentalités, même si elles évoluent, c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui, justement, soient pas trop sur l'ego et qui veuillent transmettre et collaborer. Vous réussissez quand même facilement à collaborer avec les gens qui sont en présentiel avec les Ah sportifs. ouais, Ah, carrément. c'est trop bien. Et puis c'est marrant, c'est qu'en fait ces personnes-là aussi vivent exactement ce que tu viens de dire. Ces personnes-là sont seules dans leur coin. Je pense à Florian qui est un prep physique sur Paris qui suit un de mes coureurs. Mais le jour où j'ai dit coucou, je suis l'entraîneur course à pied, machin à distance et tout. Mais il m'envoyait toutes les captures d'écran de ce qu'il avait préparé pour son coureur. Et en fait lui Trop aussi bien. il bosse tout seul en fait. Que souvent il fait des trucs et un kiné lui a dit non mais arrête tout machin. Il a plutôt sans arrêt des gens il va entendre dire que l'autre a dit que. Et là, simplement d'y avoir dit coucou Florian, je connais même pas son nom de famille à ce Florian, mais c'est Florian coach et le nom de mon coureur. Et il m'envoie des photos quand il fait des séances de lui, je trouve ça trop cool. Lui, il est ravi et moi aussi parce que du coup, déjà, je vois les exos qu'il lui propose parce que quand mon coureur me raconte, il m'a fait faire ça. En fait, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Mais en fait, ils vivent la même chose, je pense, les prep physiques en salle ou dans leur activité. Et en fait, je pense qu'on est tous un peu isolés dans notre coin. C'est vachement cool justement ce côté squad, comme tu dis quoi. Ouais, c'est clair. Mais non, nous, pour revenir à ta question, et même on encourage ça, c'est Ouais. que si les sportifs, ils ont déjà des trucs à côté, surtout en présentiel, dites-le nous, on en profite, on fait les choses vraiment bien et à 100%. Ça a aucun intérêt admettons, genre, tu bosses sur un cycle X pour ton coureur au niveau des filières, le pré physique, il bosse totalement à l'opposé. Mhm. C'est totalement délétère. L'idée, c'est de plutôt créer un environnement et de tout mettre en commun pour que l'athlète, il se développe dans son ensemble, quoi. Ouais, qui sont au centre du projet, quoi. Ouais, tu vois, il paye et il est dans une démarche avec deux personnes, bah, autant que ces deux personnes travaillent ensemble. Tu vois. C'est pas le temps. Alors, ouais, si j'allais dire, c'est pas le temps que ça prend. Forcément, c'est une démarche de dire, ok, bah là, je prends 20 minutes de mon temps, j'appelle le prep physique d'un tel ou un tel, mais au moins derrière, tu sais que les choses elles sont faites correctement et que ben, le service que tu proposes à ton athlète et l'accompagnement surtout, il est entier, quoi. Ouais. Ok. Justement, on va pousser sur la réflexion de tout à l'heure. On parlait de Strava, etc. Aujourd'hui, on remarque que le sport, c'est souvent vu comme une quête de performance. On le voit avec notamment le succès des courses en trail, en course, même l'Irox. Enfin, je ne sais pas si vous avez Mhm. des athlètes Ouais. Irox, mais ça cartonne. Les C'est athlètes impossible. hybrides. Ouais. Non, mais c'est surtout impossible en fait d'avoir un dossard. Ouais. Je sais que voilà, on entend beaucoup parler aussi, même quand on n'est pas forcément du milieu, de toutes ces courses. Il y a Strava éventuellement aussi en tant qu'application qui mène un peu la danse par rapport à tout ça. Comment vous intégrez ces notions de plaisir et de respect, de partage dans ce contexte-là de Il performance? n'y a pas de métrique là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de métrique pour ça. Clairement, l'entretien initial qu'on fait avant d'intégrer ou pas un athlète dans notre pool de coureurs qu'on entraîne est essentiel. Il y a un vrai côté statutaire. Alors moi je parle de l'ultra trail, la légende de qu'on appelle ça de la veste de finisher à l'époque où c'était The North Face. Je parle d'une époque il y a une dizaine d'années où c'était vraiment voilà les gars le lundi matin, j'exagère mais le cadre sup parisien à la Défense qui revenait dans son immeuble avec sa veste de finisher en boitant. Il y a quand même toujours encore aujourd'hui un côté statutaire dans l'ultra de côté dépassement de soi. Alors c'est vachement cool parce que ça veut quand même dire que les gens sont théoriquement moins sédentaires, ils vont quand même s'entraîner, se bouger et tout ça. Il y a quand même un côté statut social d'appartenir à
une certaine catégorie de gens qui, eux, sont capables le dimanche matin de quitter femme et enfants pour aller courir alors qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il neige, etc. Mais par contre, tu auras toujours une photo Insta derrière ou une photo sur Strava pour montrer qu'ils ont fait le truc. Je fais la petite blague, mais si c'est pas sur Strava, ça n'existe pas. Et en fait, il y a quand même une dérive derrière de... je sais pas comment on peut dire, d'appartenance sociale, de toujours plus, d'appartenance sociale, de trucs. Et moi, c'est des trucs qui me font un petit peu peur. C'est pourquoi tu vas aller faire l'UTMB, c'est la question pourquoi tu cours. Et en fait, finalement, moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est parce que j'aime ça. Quand quelqu'un te dit parce que j'aime courir, ça me plaît beaucoup plus que pourquoi tu cours. Ouais, j'aimerais faire l'UTMB. Je suis toujours embêté. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu l'as fait, parce que moi, j'ai eu un petit peu ça. Blague à part, à titre perso, quand j'ai fait la diag, c'était vraiment la diagonale des fous à La Réunion. Il y avait vraiment un côté objectif. J'avais pas prévu de finalement la réussir. Alors, j'ai fait un classement pourrave, mais le derrière, et puis il y avait pas mal de trucs perso et tout. Le derrière, j'ai passé 4 mois sans foutre une paire de chaussures. J'avais pas anticipé de qu'est-ce que je ferais après la diag. Ouais, mais c'est cette notion d'étiquette du sportif en fait qui est assez particulière. Et moi, dans le monde des sports collectifs, je le retrouve aussi. Il y a des sportifs en fait, effectivement. Ok, qu'est-ce que tu fais après avoir signé ton contrat pro? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, parfois justement, il y a ce gap-là qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même parfois, tu as l'impression qu'il est jamais rempli ce gap. Et du coup, c'est des sportifs qui ont leur petite mort en fait par la suite. Et donc c'est compliqué, ouais. On en parle avec Anne, hein, Simon, dans le podcast, on en parle avec Anne, justement, c'est des fois bien plus compliqué de gérer la réussite que de gérer l'échec, quoi. On n'est pas prêt à gérer la réussite, ouais. Et pour revenir un petit peu sur tout ce sujet-là, l'entretien en fait que nous on a avec nos athlètes au début, c'est pour justement voir le lien avec la pratique. Alors après c'est très subjectif aussi en fonction de nous, si c'est très sain ou si à contrario ça l'est pas du tout. Et on a aussi un rôle, je pense, en tant que professionnel du sport, d'éveiller sur ce que sont les bonnes pratiques et ce que sont les dérives un petit peu moins bonnes. Après, tu vois, des fois, quand tu as un athlète qui dit, tu vois les cours, le footing récup, il y a 1000, il est fait à bloc au milieu, et il dit, c'était pour jouer un le com du quartier avec les copains. Si c'est une fois comme ça, genre, trop cool, tu vois, genre, t'as le côté social, machin. Si c'est tous les jours, tu vois, c'est la dose qui fait le poison, quoi, au final. Ouais, carrément. Ouais, non, mais il y a une notion psychologique de la réussite, comme tu disais, Xavier, qui est à prendre en compte finalement, parce que dans notre société, on parle souvent de l'échec, comment tu as vécu l'échec, etc., et de cet apport psychologique par rapport à ça. Mais c'est important aussi de le montrer aussi dans le cadre de la réussite. J'aimerais qu'on parle de choses un peu plus techniques là, avec l'affûtage, notamment avant une compétition. Est-ce que pour vous, c'est vraiment intéressant ou c'est légèrement surcoté? Apporter une réponse aussi tranchée. C'est le côté highlight. Sur le papier, si tu prends les travaux de Murica, qui sont quasiment les plus connus, il y en a d'autres maintenant, mais c'est vraiment bien. Alors, je crois qu'on améliore de 4 à 5% en théorie par rapport à si on maintient la même charge. Là, dans l'absolu, la fameuse valeur de tu baisses le volume de 60 et tu maintiens l'intensité ou tu baisses l'intensité de 15 à 25%. Bon, en fait, c'est sûr que théoriquement, moi ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est qu'on n'imagine personne qui va se coller une séance au seuil la veille d'un 10 bornes ou la veille d'un semi si on prend des choses sur lesquelles ça a été testé, c'est-à-dire des time trials, des trucs très courts, des 3 minutes à fond, des 3 km à fond ou autre. On n'imagine personne se mettre des énormes cartons à l'entraînement, que ce soit en vélo, en course à pied, l'avant-veille, la veille ou 3 jours avant la course. Sur le papier, c'est vachement important, moi, d'un point de vue psychologique aussi, de dire, bon là ça y est, on arrête au moins les très très longues sorties, on arrête les 10 heures sur le vélo, on arrête les 6-7 heures en course à pied, et on va prendre un peu plus de temps pour dormir ou autre. Le maintien de l'intensité, des rappels, je pense que c'est important. Mais en fait, ça va être pour moi de plus en plus, j'avais vraiment un côté extrêmement, je vais pas dire prétentieux, mais voilà, pour moi l'affûtage c'était vraiment quelque chose d'extrêmement normé et tout. Et puis en fait, quand plus t'entraînes de gens, plus tu vois en fait que c'est très variation individuelle. Et le meilleur coureur que j'entraîne, il a besoin de charger, mais comme un sale, à S-2. Et la semaine de course, par contre, il a besoin de se reposer. Là où à l'inverse, t'en as d'autres qui à S-2 ont besoin de quasiment tout couper et de remettre du gaz à S-1. C'est extrêmement personne dépendant. Et en fait,
il est vachement plus important de respecter ce qu'aime la personne. Je pense, là encore une fois, j'ai aucune science à amener là-dedans. D'essayer de donner de la théorie, quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le gars, il a besoin de se mettre 150 bornes à pattes ou se mettre des énormes cols en vélo à S-2 parce qu'il a besoin de ça pour se dire je suis fort, je suis en forme, je vais tout péter, mais en fait, on va le faire parce que de toute façon, s'il suit la science, il n'y arrivera pas. Donc, moi, je trouve que se confronter au terrain, c'est vachement intéressant aussi pour avaler un peu son ego et ses connaissances. Il y a les connaissances, les compétences et l'expérience. Et en fait, l'expérience, à un moment donné, te ramène à, en fait, c'est vachement individu dépendant, quoi. Donc, il y a toute la théorie. Moi, ça me plaît, moi, ce qui me plaît dans l'affûtage, c'est, voilà, surtout le côté, voilà, on arrêtera les sorties longues, t'arrêteras de partir le dimanche pendant 8 heures, même si c'est qu'une semaine ou deux avant la course, pour décharger mentalement. Après, qu'est-ce qu'il faut y mettre dedans? J'ai pas la réponse. Ouais, et tu vois, moi, je rebondis là-dessus. C'est hyper individualisé, tu as de plus en plus de choses, et au final, même, on est là aussi pour dire, ok, ben, regarde, admettons, t'as un nouvel athlète qui rentre, il fait, ben, moi, d'habitude, en phase d'avant-course, je fais ça, mes habitudes, c'est ça a toujours fonctionné jusqu'ici. C'est ok, ben, hypothèse 1, on maintient ce que tu fais. Deuxième hypothèse, on teste des trucs. Donc là, ben, on reprend les principes fondamentaux de l'affûtage. Soit ça marche, soit ça marche pas. Mais l'idée, c'est après, tu pars d'un entonnoir qui est hyper large, de recentrer. Et d'une fois que tu as la bonne recette, pourquoi essayer d'aller la changer, quoi? Enfin, si tu as un truc qui marche, faut le maintenir. Et de manière générale, je pense qu'on peut, entre guillemets, l'étaler sur tout l'entraînement, d'autant plus en endurance que, ouais, il y a la théorie, mais derrière, comment est-ce qu'on la confronte à l'individu et la manière dont il réagit, ça, tu peux jamais l'anticiper, quoi. Donc, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Ouais, je vois. En fait, la question que je me posais, moi, c'est pas du tout des athlètes que je suis, les sportifs d'endurance, et c'était est-ce que l'affûtage est une nécessité parce que justement les charges précédentes étaient beaucoup trop élevées par rapport aux capacités et à la tolérance en fait de l'athlète pour qu'il puisse en fait finalement avoir quelque chose de plus linéaire dans le temps. Comme un effet rebond, tu veux dire? Ce serait ça Ouais, en fait, moi d'une certaine manière, je vais peut-être le comparer et peut-être vous allez me dire de manière injuste avec une deload week en musculation où moi je trouve que ça a peu d'intérêt une deload week. Alors en préparation physique, pour moi c'est certain. En tout cas aujourd'hui j'en suis certain. Dans un but de musculation pure type bodybuilding, ça peut avoir son intérêt, mais c'est pas encore une fois l'objet des sportifs que je suis. C'est pour cette raison que voilà, je faisais cette comparaison là et je me disais est-ce que ça a vraiment son intérêt? Bien évidemment, j'ai apprécié votre réponse sur l'individu et l'individualisation du suivi, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment le côté charge mentale que je trouve important. Encore une fois, je reste sur ce que je pense commencer à maîtriser un petit peu vraiment, qui est le trail et l'aspect ultra trail. Et à moins que tu sois célibataire sans enfant, c'est quand même toujours engageant aussi professionnellement. J'ai des gars qui gardent des jours de RTT pour l'été, pour pouvoir aller rajouter un mercredi, rajouter un mardi, se rajouter des sorties longues. En fait, ils prennent pas ça l'hiver pour aller se balader, ils prennent pas ça l'hiver pour aller en ski de piste, ils gardent ça l'été, ils gardent leurs 9, 10, 12 jours de congé pour les caler et pour pouvoir s'entraîner plus. Il y a ce côté vrai investissement, l'ultra demande quand même du temps. Tout à l'heure, tu demandais justement par rapport au risque de surentraînement. Il y a un risque de blessure, mais surtout, il y a peu de risque de surentraînement, mais il y a quand même un vrai investissement qui soit financier à se déplacer, cramer de l'essence ou recharger la voiture électrique, beaucoup bouger. Et je pense qu'il y a quand même... comment dire ça je pense que le déload est quand même intéressant mentalement pour avoir du jus pour le jour de la course. Et quand je pars dans 15 jours pour une course qui va durer à mon niveau je pense 25 heures. Là hier soir j'ai fini ma course, on a fini avec mon pote à 1h du matin. Je peux te dire que là je suis très content de me dire que je vais pas remettre des baskets pour plus qu'une heure et demie avant 2 semaines parce que j'ai besoin justement de garder cette disponibilité. Donc j'ai pas de science à t'apporter là-dessus. Je pense pas que Simon en est forcément plus. Désolé d'être sur l'humain, mais si par contre quelqu'un me demande de faire une sortie de 7 heures à une semaine, de faire une course qui va durer 15 ou 20 heures, je m'inquiéterais. Ça veut dire que la personne ne s'est pas entraînée assez fort pour pas avoir ce besoin de décharger un petit peu. Puis franchement, quand tu t'entraînes suffisamment fort, enfin en tout cas je parle pour les sports d'endurance, à mon avis, tu as quand même vraiment hâte déjà de cet aspect affûtage, même si c'est pas 2 semaines, ne serait-ce qu'une semaine, 10 jours de décharge pour être prêt pour la course. Et puis de la même manière après la récup ou la période de coupure,
Les gens qui n'ont pas envie ou pas besoin de coupure, c'est qu'ils ne sont pas entraînés assez fort, quoi. À un moment donné, tu attends ça, ouais, là, il me tarde le 9 décembre, faut plus rien me demander pendant 4-5 jours, je vais manger des pizzas, je vais manger des burgers, je vais manger sale pendant 10 jours, quoi. Et je pense que c'est un petit peu toute la particularité, la spécificité des sports d'endurance, contrairement à un sport co, c'est qu'en fait, l'engagement mental, il est tellement grand, et plus tu vas pousser le temps de pratique, plus ça va être grand que, ouais, il y a toutes les variables physio qui ont une vraie importance, ça c'est sûr, mais la disponibilité mentale de ton gars ou de la fille que t'entraînes, genre, si tu minimises ça, tu vas le cramer. Tu vas le cramer, c'est sûr, quoi. Tu peux pas dire, enfin, tu peux pas appliquer un modèle à X coureurs, quoi. Ça ne fonctionne pas, que ce soit dans l'affûtage, dans l'entraînement ou dans quoi que tu veuilles, tu vois. En fait, c'est propre à chacun et ouais, t'es obligé de t'adapter, quoi, en fait, à chaque fois. Ouais, puis dans les sports co, tu as une état de forme qui est censé être linéaire pendant toute Linéaire, l'année, ouais. en théorie, alors qu'on voit bien sûr, toi tu dois le voir Max, que tes gars, ils ont ils ont Oui, clairement ils pas sont- une forme linéaire, mais c'est ce qu'on leur demande en fait, c'est d'être en forme du premier jour, du premier match de la saison, jusqu'aux phases Dernier, ouais. finales pour ceux qui arrivent à y aller. Nous, en fait, ils ont 2-3 pics de forme dans l'année, ils font des courses préparatoires où on leur demande pas d'être hyper en forme, et au contraire, moi je m'inquiète quand ils sont beaucoup trop en forme. Si genre 3-4 semaines avant la course, le mec il était parti pour faire sortie cool, course repère, et il me fait un podium alors que c'était pas du tout prévu, je dis merde, il est prêt trop tôt. Et ça c'est encore une fois, on maîtrise pas, enfin on maîtrise pas, on est censé devoir le maîtriser, mais on peut avoir des surprises. Mais c'est que nous, il y a à Ouais, côté je vois. 3-4 pics, 2-3 pics de forme par an, et plus tu fais du très long, plus je pense que c'est compliqué d'avoir plus que deux gros pics de forme pour des courses qui vont durer plus de 20 heures. Je pense que c'est dangereux et compliqué. Tu parlais justement d'athlètes qui prenaient des RTT. Il y en a certains qui peuvent prendre voilà, des week-ends qui peuvent normalement être davantage pour la famille, les amis, etc. J'aimerais qu'on parle justement des week-end shocks. En quoi ils sont réellement bénéfiques pour progresser, ou est-ce que là aussi il y a des potentiels risques de dommages à notifier? Bah, il y a les deux, hein. T'as le très bon et le très mauvais. En plus, avec le développement justement de l'activité ou autre, le week-end shock est souvent vu comme le levier de progression, surtout si tu fais du long, en mode ok, c'est là que je vais avoir le plus d'adaptation, c'est là que vraiment je vais pouvoir charger la mule pendant 2 jours. Pour autant, commence déjà par être linéaire dans ton entraînement et on verra après si on inclut des week-end shocks. Est-ce que c'est essentiel bon, on en revient toujours au même, ça dépend pour qui et pour quel objectif, quoi. Euh, Justement. un gars enfin, moi je suis plus spécialisé donc sur les formats trail et course en montagne. Donc trail marathon justement où toi tu vas être sur des profils élites où ça va être aux alentours de 3h30, 4 heures d'effort. Sur la course en montagne, t'es 1 heure, 1 heure et demie. Moi, à titre perso, j'en mets que très rarement. J'en mets que très rarement parce que on est plus sur des qualités d'athlète, plus côté athlétisme, tu vois, avec beaucoup de hautes intensités, toutes ces choses. Xav, toi, je pense que tu dois potentiellement en prescrire plus, mais Ouais, moi, un peu personnellement, plus. c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'intégrer dans la préparation des coureurs, et que quand j'en intègre, c'est vraiment loin de l'objectif, quoi. Dans l'idéal, c'est déjà, il faut regarder quel est le type de course que va faire la personne. Si c'est, on va parler de ce qu'il y a de plus connu, si c'est l'Ecotrail de Paris, c'est un format 80 km extrêmement roulant, ben, du coup, tu vas pas conseiller à la personne d'aller s'entraîner en montagne. Donc là, on va privilégier déjà, dans le week-end shock, de se rapprocher au plus possible de ce qu'on appelle le spécifique en lien avec la compétition qui est prévue. Donc essayer de se rapprocher au mieux du type de terrain, du type de dénivelé, etc. Encore une fois, il faut que ça soit écologique. Il ne faut pas que la personne parte le jeudi pour rentrer le lundi matin et manque 3 jours de boulot juste pour un week-end shock. Et après, l'autre partie, c'est déjà aussi quelle est la capacité de la personne à encaisser de la borne. Ou encaisser du volume. Il y a des personnes qui ont une capacité du jour au lendemain à courir que 30, 40, 50 km par semaine et vont se coller un week-end où ils vont faire 80, 90 km et il n'y a rien qui va bouger. Et t'en as au contraire, tu leur changes ça, l'effet est comme ça. Donc tu as des gens qui vont courir 70, 80 km par semaine de manière très régulière, tu leur mets un week-end shock qui va juste leur faire un plus 15-20% sur le volume hebdo et ils vont finir... Alors, pas forcément blessés, mais ils vont finir avec beaucoup de fatigue. Tu vois que le lundi, mardi, mercredi de la semaine d'après, ils sont complètement ramassés. Et ça, c'est des trucs à prendre en compte. Moi, en ultra, j'aime bien quand même, dans la limite du possible, quitte à faire un week-end shock, en faire peu, mais les faire de 3 jours. Que de faire beaucoup plus régulièrement des week-ends de 2 jours. Parce qu'en fait, sur 3 jours, tu arrives à un moment donné à avoir
une espèce de fatigue et une espèce je pense, de réponse adaptative du corps qui est au-delà du physique, qui est aussi mental, parce que le matin du 3e jour, la première heure et demie, elle est infâme. Tes genoux te font un procès, tes chevilles, tu sais même pas comment tu vas tenir. Tu sais, t'as l'impression que t'as plus rien qui tient sous les pieds, tu sens que t'as un côté un peu, tu sais, le dôme du talus, enfin tout ce qui est cheville qui fait la gueule, enfin t'as rien qui va, t'as mal partout, t'as des frottements au niveau des pieds, t'as le short un peu irrité. Et ben en fait ça va ressembler à la fin de ta compétition, où en fait tu vas être éclaté comme pas deux, mais il va quand même falloir continuer à avancer parce qu'il va rester 2, 3, 4 heures. Donc je pense que le côté 3 jours pour moi me plaît beaucoup, si c'est possible encore une fois et que ça rentre dans l'écosystème et l'écologie du ou de la sportive. Mais après voilà quoi, je préfère quand même quelqu'un qui va rajouter un footing par semaine toute l'année que quelqu'un qui va me rajouter un week-end choc par-ci par-là, parce que finalement ça aura que peu d'impact, je pense, à part le côté mental, gérer la bouffe, gérer l'hydratation, gérer le sac, les frottements, tout ça. Je serais quand même plus sur un côté un peu plus régulier, mais par contre voilà, clairement tu habites à Paris, tu prépares l'ultra trail du Mont Blanc, la diagonale des fous, va falloir prendre un week-end ou deux et aller dans les Vosges au plus proche, ou du côté du Sancy avec un petit coup de train quoi. Ça va être compliqué de s'entraîner, ça se fait de s'entraîner à Montmartre, oui, il y a toujours l'exemple de casquette verte voilà, d'Alexandre, mais à un moment donné voilà, c'est toujours du N égale 1 quoi. Et après, dans le trail, plus que par exemple en cyclisme, alors en tri on l'a un peu, mais tu as tellement une variable matos qui est importante. Toi, vous avez parlé des irritations et tout. Ça, comme on disait, si tu rajoutes un footing par semaine, ton sac il va jamais te brûler, avoir les tétons en sang, parce que bon, ça c'est quand même un truc hyper courant. Enfin, c'est aussi aller se confronter à ce que tu auras, le jour J au bout de X heures, ou l'enchaînement d'un effort aussi long, tu vois. Donc, ouais, c'est important. C'est important de le faire si tu as la possibilité de le faire, en fait, là. Et après, c'est purement subjectif par rapport à moi. Je préfère jouer sur la constance que sur des épisodes un petit peu plus occasionnels. Toujours, si tu habites en plein centre-ville de Paris, comme disait Xav, là, faut aller en manger à un moment donné, quoi. Ouais, ça paraît évident. Et aller faire la reconnaissance du parcours, c'est bien aussi. Si tu as les moyens, encore une fois, si ça rentre dans ton truc, d'aller faire la reconnaissance du parcours, ou d'aller sur le sentier, voir un peu à quoi ça ressemble, à quoi t'attendre, et faire des photos mentales de là où tu vas passer, ouais, ça change la course. Moi, justement, il y a un coureur de Paris qui était allé préparer du côté de Chamonix en faisant la TDS, donc une course de 140 km, il l'a faite en 3 jours. Ben, je peux te dire que ça lui a servi pour le jour J. Hein. Il était content de connaître un peu la durée des ascensions, les descentes, juste parce que mentalement, il connaissait déjà, et ça joue quand même beaucoup, quoi. Mais bon, père de famille, il faut bouger, il faut prendre le train, il faut prendre machin, tu vois, c'est quand même aussi un vrai investissement en temps et financier, quoi. Clairement. J'ai une dernière question technique. Vous parlez dans vos contenus du jerk. C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs et nous dire en quoi ça peut améliorer une préparation? D'accord, c'est Eric Lacroix qui a inventé ça, je ne dis pas de bêtises, c'est Eric qui a inventé ça, ouais. Ouais, le jerk, c'est un bon moyen de s'envoyer en l'air, quand même. Le jerk, c'est un bon moyen de s'envoyer en l'air. Alors, moi, je le prescris très peu, je l'utilise pas du tout. Donc, j'aurais pas la réponse la plus précise à t'apporter. Ah, moi, j'aime bien le jerk. Une fois de temps en temps, puis c'est fun. Moi, je trouve qu'il y a un côté très très fun. En fait, le but, c'est prendre. Alors, si on prend le jerk, je pense qu'au départ, ça a été créé pour de la côte, mais après, peut-être que je me trompe, et il me semble que ça a été créé pour travailler de la côte. Le but, c'est prendre une certaine durée de montée, donc 45 secondes. Et en fait, tu vas avoir, si on travaille sur 3 blocs, tu vas avoir un premier bloc où en gros ton temps de descente est très légèrement supérieur à ton temps de montée. Et en fait, au fil des blocs, en fait, les taux se resserrent et en gros, il faut descendre en 35 secondes quand tu as 45 secondes de montée. Sauf que déjà, un demi-tour, ça prend 1 seconde 8. Le redemi-tour en bas prend 1 seconde 8. Donc en gros, tu montes en 45, il faut descendre à 30. Donc en gros, c'est ton temps de récupération diminue à la descente. Donc en fait, c'est que plus ça va, plus les récup sont pincés. C'est compliqué de bien réussir une séance de jerk, mais c'est un côté fun qu'à la fin t'es aussi complet, mais c'est en fait voilà, il y a ce côté fun un petit peu de se dire voilà que c'est une séance qui passe très vite, qui a un petit côté fun. Et moi j'aime bien une fois tous les je la mets 2 fois par an ou un truc comme ça. Je trouve qu'il y a un côté pour la monotonie, à s'envoyer en l'air, ouais voilà, il y a un côté très fun à ça, puis surtout c'est qu'il y a quand même moyen de se mettre un bon carton sur une séance relativement courte. Je pense qu'il y a peu de risque de blessure là-dessus, mais j'aime bien, ouais. Ouais, bon, on va dire que sur une séance de jerk, la dérive cardiaque, au bout d'un moment, tu ouvres les bras, tu dis bonjour et on y va, quoi. C'est ça.
Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'au fil de la discussion, en fait, on retrouve à chaque fois les principes de base d'individualisation, de spécificité, de variabilité avec la monotonie. Je trouve ça cool de voir ça au niveau de votre team. Il me reste 2 petites questions. La première, c'est comment envisagez-vous l'évolution des sports d'endurance dans les 10 prochaines années et surtout, comment Ibex se prépare-t-il à ces éventuels changements? Je te laisse parler d'Ibex Ouais, sur les projets. je vais commencer par introduire avec l'évolution du sport. La marche technologique, que ce soit au niveau du matos ou de l'entraînement, j'en ai pas vraiment d'idée. Qui aurait pu prédire il y a 20 ans que les plaques carbone allaient révolutionner les temps sur route? Pas grand monde. Et je pense que ceux qui l'avaient prévu sont aujourd'hui tranquillement. Derrière, comment est-ce que nous, on va anticiper tout ça et comment est-ce qu'on essaye de se calquer par rapport à l'évolution de nos sports? On essaye d'avoir un temps d'avance déjà pour répondre aux besoins des sportifs amateurs. Mais derrière, on a aussi on fait un grand système de veille sur toute la littérature scientifique. C'est aussi le gros point fort du collectif, c'est que tout le monde consulte un peu ce qui sort au niveau scientifique et on partage tout. Un tel lit une étude, on fait un compte rendu, on le balance dans l'équipe. Nous, notre objectif, ça va être de rester justement dans la tendance. Et par tendance, c'est pas les trucs à la mode, ça va être justement ce qui fonctionne. On a envie de rester dans l'actualité et de maîtriser les sujets. Quand la période du double seuil et la méthode norvégienne est sortie, nous, on s'est renseigné à fond dessus et on a essayé de l'inclure aussi avec les limites qu'il pouvait y avoir et les avantages que ça avait aussi. Mais l'idée, c'est peut-être qu'on n'aura pas un rôle de précurseur, mais on sera à la bonne place, au bon endroit, avec les bons référentiels, quoi. Et en fait, et ça, c'est ce qu'on fait depuis le début, on cherche pas à réinventer le sport. De toute façon, les séances magiques, on les connaît. Hein. Les séances magiques, c'est à la mode pendant 6 mois, puis ça redisparaît. Hein. Enfin, c'est à un moment donné, tu te rends compte qu'à la fin, comme dirait Kylian, à un moment donné, il faut se rentrer dedans. Je ne sais plus comment est-ce qu'il dit ça, mais à un moment donné, il faut balayer tout le spectre de ta physiologie autant que possible. Quand tu fais du rapide, il faut te rentrer fort dedans, que ce soit avec du double seuil, avec ce que tu veux. C'est vrai qu'il y a des effets de mode sur l'entraînement où si tu prends pas la vague, tu passes pour un blaireau. Et en fait, on revient rapidement à des choses, je vais pas dire basiques, mais c'est pas. Voilà, le noyau dur bougera jamais vraiment. Ouais. C'est ce qui va graviter autour. Et nous, notre objectif, c'est de s'entourer de personnes qui ont justement cette capacité à capter ce qui se passe dans les milieux et dans l'écosystème pour, in fine, le tester et le mettre en place si jamais c'est bénéfique, quoi. Ok, trop cool. Moi, j'ai un souhait pour les 10 ans à venir, c'est un capteur de puissance aussi efficace. Ouais, pour l'instant, il y a des Strider et compagnie, c'est pas fou. Mais un vrai capteur de puissance, je pense que ça pourrait vraiment faire la même révolution en course à pied que sur le vélo. On n'y est pas du tout. C'est pas bon du tout encore pour l'instant. Ça peut marcher à peu près sur le plat, mais dès que tu viens dans moi, ce qui m'intéresse, le trail, il y a trop de cailloux, il y a trop de trucs. Ça me plairait. Et après, je pense que la dérive, elle est déjà un petit peu lancée sur les ultras, où maintenant, ça devient, moi, ça me rend malade quand j'entends quelqu'un dire, ah, mais moi, je fais du court, je fais du 50 km. C'est pas court. C'est long. 50 km, c'est déjà très long. Court, c'est un 10 km, peu importe ton rythme. Mais même celui qui débute la course à pied, tu fais à Noël approche. En repas de famille, regarde combien de personnes sont déjà capables de courir 3 km sans s'arrêter. Il n'y en a pas beaucoup. Combien sont capables de courir 10 sans s'arrêter? Il y en a très peu. Et déjà, même 10 km, pour celui qui découvre la course à pied, s'entraîner pour un 10 bornes, ça prend quelques mois. Et il termine avec... il a mal partout. Donc, il faut se rappeler, voilà, il y a une dérive maintenant, voilà, où si tu n'as pas fait un 160 bornes, tu n'es pas un trailer. Moi, ça me dérange. Ouais. Sortir de ce microcosme de je suis sportif, je suis entouré de sportifs. La normalité, c'est le marathon en 3 heures à minimum, sinon tu n'existes pas. Comme des exemples, en fait, 50 bornes, c'est déjà énorme, quoi. Tu en parles à une personne qui est non sportive. 50 bornes, c'est énorme, faut arrêter de banaliser ça. Je pense que tout ce qui est Strava, réseaux sociaux, n'aide pas dans ce sens. Mais déjà, en fait, courir 10 bornes sans s'arrêter et rentrer sans être à l'agonie et finir sur la civière, c'est déjà très bien. Faut arrêter de banaliser tout ça et redonner justement le sens et la valeur qu'ont ces choses. Parce que comme maintenant on en voit beaucoup plus, on se dit écoute, t'as fait un trail de 50 bornes, c'est très bien.
c'est cool. Mais tu vaux combien sur 160, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, je vois très bien. Mais en fait, c'est un peu un biais de groupe. Je le retrouve un peu dans la musculation, tout ça. Notamment, par exemple, le bench, un bench press à 100 kilos. Ah ouais. On a l'impression que tout le monde est capable d'en faire, alors que c'est Eh, pareil. C'est Non, c'est une moi, certaine. non. ouais, ça fait 3-4 mois que je me suis remis un petit peu à la salle parce que j'ai passé la quarantaine et je me dis que j'ai envie de bien vieillir, hein, pas d'être fort. Déjà, quand t'es à 80-85, t'es là, mais je les mets où les 15 qui manquent? Il va me falloir 2 ans, quoi. Je sais pas du tout où est-ce que je vais mettre 15 kilos. J'y arriverai pas. Je pense que je n'y arriverai pas à passer les. J'y arriverai pas. Je suis d'accord avec toi. Il y a un effet de mode, ouais. Il faut faire tant, il faut faire tant au squat, Clairement. tant au machin. Et la question toujours pareil, c'est t'en fais quoi derrière, quoi. Tu fais 100 au bench, mais ça change quoi? Est-ce que t'es un meilleur boxeur? Est-ce que t'es un meilleur, est-ce que t'es un meilleur coureur? Est-ce que t'es un meilleur crossfitter? Est-ce que c'est juste une valeur Carrément. J'ai ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimeriez-vous entendre passer au micro du squat de la performance? T'as eu Didier Rice ou pas? Non, j'ai pas eu Didier, non. Ok, ben je l'invite d'abord à mon podcast et tu l'invites après. Ça marche. Ouais, ou typiquement les François et Alex de chez Nolio, Eh, eux, pour le joli. coup, je pense, ont un vrai rôle sur tout ce qui va être important d'intégrer dans l'entraînement à la suite. Et même si eux sont pas à la base entraîneurs, ils sont conscients de toutes les problématiques et surtout de tous les enjeux de tout ça. Donc, ouais, ça pourrait être grave Eux, intéressant. c'est la méga squad, ouais. C'est Ok, ça. trop cool. Si vous deviez résumer en une phrase ce que représente Ibex, quelle serait-elle? Bon, c'est une famille de professionnels passionnés. Ça va être très facile. Après, je suis Ok. peut-être pas le plus objectif, donc je vais laisser Xavier apporter sa Non, réponse. ça me Mais... va très bien. Ça me va très bien. Pour moi, à titre perso, c'est la structure qui me convient parfaitement pour m'épanouir au quotidien, pour accompagner mes sportifs. Les Ça, c'est sportifs. parfait. Bah, merci beaucoup les gars pour cet épisode. Merci. Et Merci à toi. à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu as aimé notre conversation, bah, n'oublie pas de mettre un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et puis, bah, ça donne forcément de la force au podcast, au référencement pour que davantage de sportifs aient accès aux conseils de la team Ibex. Nous, on se retrouve chaque mercredi à 18h avec une alternance de podcasts en solo et d'interviews comme ici. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!